Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après 2 ans et demi de violences meurtrières dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, qui entretient le souffle de la guerre, le gouvernement pointe du doigt les actions humanitaires de la société civile qui cacheraient un plan de déstabilisation du pays, une version officielle de découverte d'armes de guerre dans un convoi humanitaire suscite de vives réactions au sein de la société civile, des Nations Unies et la classe politique. Vous les écouterez dans ce journal. Et à la veille du discours du chef de l'État, discours à la nation le 31 décembre 2019, le cardinal Toumi interpelle déjà le chef de l'État sur l'urgence d'accélérer les mesures du grand dialogue national. Il émet des doutes sur la tenue des élections dans les régions en guerre du nord-ouest et sud-ouest, même s'il relativise, estimant que la situation s'améliore dans certaines localités. Vous l'écouterez dans le journal de 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Des organisations non gouvernementales engagées dans les actions humanitaires sont dans le viseur du gouvernement. Selon le ministre de l'Administration territoriale, des armes de guerre ont été découvertes dans l'un des convois humanitaires. Il renchérit Paul Atangandi en les accusant, ces ONG, de publier de fausses informations sur la situation humanitaire afin de provoquer une ingérence internationale. Je vous propose d'écouter un morceau choisi de la conférence de presse du ministre de l'Administration territoriale, Paul Atangandi. Dans la région du Sud-Ouest, nos forces de défense et de sécurité ont interpellé une ambulance d'une agence humanitaire qui était censée transporter des déplacés. Dans cette ambulance, il y avait 3 blessés. Mais ces déplacés étaient en réalité des dangereux terroristes activement recherchés par les services de sécurité. Plus grave, dans cette ambulance, il y avait 3 kalachnikovs et 2 caisses de munitions. Vous conviendrez avec moi qu'une ambulance d'une agence humanitaire peut transporter des blessés, mais non des armes de guerre. Ces propos du ministre de l'Administration territoriale, ajoutés à des accusations contre des ONG qui seraient les bras séculiers des organisations qui souhaitent déstabiliser le Cameroun, cela a suscité un tollé de réactions au sein des organisations non gouvernementales engagées dans l'action humanitaire et qui publient régulièrement des données sur la situation des droits de l'homme dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, 2 régions en guerre depuis près de 3 ans. Ces ONG qui critiquent l'attitude du ministre de l'Administration territoriale, estimant qu'il risque de jeter de l'huile sur le feu, accusant des ONG qui contribuent à la sortie de la crise dans les régions anglophones. Mais au sein du RDPC, on salue la sortie du ministre de l'Administration territoriale, estimant que le gouvernement joue son rôle en interpellant ces ONG déstabilisatrices, selon des militants du RDPC. Des réactions croisées dans ce reportage que signent Cédric Chouna et Kedjara. Le rapport sur le plan d'urgence humanitaire, rendu public samedi dernier par le ministre de l'Administration territoriale, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Au sein du parti au pouvoir, il s'agit d'une sortie plébiscitée qui arrive à temps pour rendre compte de la multitude des actions posées par le gouvernement en vue d'un retour à la paix dans le Nozo. Cette aide est ciblée, les principaux bénéficiaires en sont contents. Nous allons avoir les différentes lettres qu'ils émettent envers le président de la République. Si ces populations sont contentes donc le président de la République, c'est parce que c'est justement ces populations-là qui ont émis ce besoin. Le président de la République n'a fait que répondre à un besoin émis par les principaux concernés. Au-delà, Charles Elisan voit également en cette sortie une occasion saisie par Paul Atangandi pour redonner la part de vérité que les hommes politiques et les ONG, dotés de mauvaise foi, tendent à masquer. Vous savez qu'il y a une économie de guerre qui existe. Pendant que vous êtes dans la chaise de la paix, il y en a qui ne veulent pas déposer les armes, qui sont devenus des seigneurs de guerre, ils ont beaucoup d'argent, ils ont des harèmes de femmes, ils ont tout ce qu'ils veulent parce que justement l'État n'est plus là pour encadrer les relations entre hommes. Vous avez de l'autre côté ces ONG-là qui profitent des différents rapports qui font sur le terrain pour exister. Et la majorité des ONG sont payées par des philanthropes,
par des fonds financiers qui sont de l'autre côté, qui, eux, veulent plutôt gérer le sous-sol du Cameroun. Il est donc clair que dans cette économie de guerre, chacun tirant son petit profit, il y a certaines ONG qui ne jouent pas franc jeu et qui aident plutôt la cause en transportant les munitions, les terroristes recherchés, les caisses d'armes et tout. Pendant ce temps, au sein de la société civile, résonne un son discordant, celui de la critique acerbe des déclarations faites par le ministre lorsqu'il affirme qu'il n'y a pas de crise humanitaire dans le Nozo et que la situation est sous contrôle. Les victimes écoutent. Et moi, il m'arrive souvent de rencontrer les victimes et elles ressentent très mal les sorties du MINAT quand ils dévoient la vérité. Parce que les gens sont en souffrance et vous dites, il n'y a pas de gens en souffrance. Et ça, je peux vous garantir que ça met plus en souffrance les gens. Y compris ceux qui s'emploient à apporter des réponses à ces personnes qui souffrent. Parce qu'il y a des gens qui prennent des risques pour aller dans le sud ou le nord-ouest, apporter de l'aide aux victimes. Et quand elles entendent qu'il n'y a pas de problème, alors qu'elles se mettent en danger, quand même, vous dites, qu'est-ce qui se passe? Pour Philippe Nanga, contrairement à ce qui se laisse entendre, l'accompagnement du gouvernement n'est pas structuré et très souvent est reçu par des gens qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Quand on veut régler un problème, d'abord, il faut identifier les besoins. Nous, on est allé vers les déplacés. On a trouvé des gens dont les enfants sont malades. Les problèmes des yeux, problèmes des blessures, problèmes de malnutrition, on a trouvé des vrais problèmes de santé. On a essayé avec nos petits moyens d'apporter des réponses. À quel moment le gouvernement du Cameroun a associé les associations, les ONG, les syndicats du Cameroun pour aller vers les déplacés, identifier leurs besoins d'urgence? Le ministre est venu ici, il a passé une journée entière à Bonabéry à distribuer des matériels et machin. Je peux vous garantir que plein de gens ont reçu ces affaires-là. Ils n'étaient pas du tout des déplacés. Sur les chiffres avancés par le ministre de l'administration territoriale au cours de cette sortie, notamment lorsqu'il parle de 6 à 9 000 déplacés installés dans le reste du pays, Philippe Nanga est clair, ces chiffres-là sont biaisés. C'est quand même, le ministre donne une information, ça suppose une information officielle. Mais quand une information officielle est fausse, c'est pas bon. Ça discrédite tout le pays. C'est notre pays. Je dis au ministre de venir à Douala, on va l'accompagner, on va lui donner les 9000 déplacés qu'il dit dans les régions. À Douala, on va lui donner ces 9000 dans un quartier. On a des centaines de milliers de déplacés. Vous ne pouvez pas parler de 9000 déplacés dans les régions. Seulement à l'ouest. Allez à l'ouest. Nous travaillons avec les associations à l'ouest. Ils sont nombreux. À Mbouda, à Tchang, même à Bafoussam, à Banjou, ils sont partout. À Fumban, tout ça. Les déplacés sont là-bas. En milliers. Alors, il invite le ministre à faire preuve de prudence pour ne pas que ces déclarations viennent jeter de l'huile sur du feu. La coordination des Nations Unies au Cameroun a réagi aux accusations du gouvernement sur la page officielle Facebook. ONU Cameroun précise que les statistiques sur la situation humanitaire au Cameroun ne sont pas de fausses statistiques. Il ne s'agit pas de fake news. L'aide humanitaire est basée sur des besoins précis, indique ONU Cameroun. Ces chiffres ont été collectés avec neutralité, impartialité et indépendance. ONU Cameroun défend les agents humanitaires en déclarant qu'ils travaillent à alléger la souffrance des populations et ils méritent d'être soutenus et non d'être des cibles des accusations et attaques. Dans cette réaction, la coordination des Nations Unies au Cameroun revient sur les chiffres clés de la situation humanitaire sur le territoire du Cameroun en novembre 2019. Selon les chiffres évoqués par les Nations Unies, 4 millions de personnes sont dans le besoin. 279 000 réfugiés ont été enregistrés, 922 000 personnes déplacées internes, 314 000 sont retournés chez eux et moins de 40% de financement ont été couverts pour les besoins humanitaires selon les Nations Unies qui attendent encore 60% de financement pour venir en aide à ces Camerounais qui sont dans une situation humanitaire d'urgence selon les Nations Unies.
Et ces accusations formulées contre ces organisations non gouvernementales suscitent des interrogations. Au moment où la pression internationale se multiplie sur le Cameroun, au regard du flou artistique sur l'existence d'une enquête judiciaire ou d'arrestation de suspects, l'affaire des armes saisies dans un convoi humanitaire suscite des questions sur les réelles motivations du gouvernement. Je vous propose de suivre l'analyse de Guy Zogo. Confronté à ce... Les accusations graves formulées par le ministre de l'administration territoriale contre le système des Nations Unies et les ONG sur la conduite des opérations d'aide humanitaire sur le terrain dans le nord-ouest et le sud-ouest relèguent au second plan l'aide spéciale du chef de l'État à ces populations. Il est frappant de constater que le lieu et le jour où ces faits se sont déroulés et le nom de l'ONG ainsi prise en flagrant délit en transportant des armes ne sont donnés et pire encore, aucune arrestation n'est intervenue. Il n'est pas superflu de relever qu'en fait, de profonds désaccords opposent le gouvernement au système des Nations Unies et par ricochet aux ONG sur la conduite des opérations d'aide humanitaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Déjà, les deux évaluations financières de la réponse à apporter à cette crise, 12,7 milliards pour le gouvernement et 36 milliards pour le système des Nations Unies, en disent long sur cet antagonisme. En y ajoutant les pressions de ces mêmes partenaires internationaux au sujet de la situation sociopolitique au Cameroun, on mesure mieux la récurrence de ces tensions entre Yaoundé et ses amis de la scène internationale. En de tels moments plutôt récurrents dans l'histoire récente du Cameroun, des membres du gouvernement se sont souvent illustrés par des propos tonitruants. Récemment, Maurice Kamto a été accusé d'avoir envoyé ses militants saccager certaines ambassades du Cameroun en Europe. Dans les années 90, il avait été affirmé lors du lancement du SDF à Bamenda que l'hymne du Nigeria avait été chanté, manière de dire qu'il ne s'agissait pas de Camerounais. Et Augustin Kontchoukou-Menyé, alors ministre de la Communication, avait affirmé, après la présidentielle houleuse de 1992, que des armes avaient été découvertes au domicile de Nidjon Frundi. Dénominateur commun à toutes ces accusations, aucune suite ne leur a jamais été donnée. Même pas dans le cas Maurice Kamto, dont l'arrêt des poursuites judiciaires contre lui n'a pas permis de savoir si les accusations à son endroit étaient fondées. Avec l'affaire des armes transportées par les ONG dans le sud-ouest, dont parle le ministre de l'administration territoriale, une issue identique aux affaires précédentes n'est donc pas exclue. Et quelle est la situation humanitaire et sécuritaire dans les régions du nord-ouest et sud-ouest? Le cardinal Christian Toumi, archevêque métropolitain, archevêque émérite de Douala, estime que la situation s'améliore dans certaines localités. Cependant, il émet des doutes sur la tenue des élections législatives et municipales au regard des violences meurtrières qui se multiplient. Il interpelle le chef de l'État sur l'urgence d'accélérer la mise en œuvre des recommandations formulées au terme du grand dialogue national. Fervent défenseur du fédéralisme, il critique ce statut spécial qui vient d'être adopté et promulgué par le chef de l'État. Je vous propose de suivre les propos du cardinal Christian Toumi, invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision, des propos qui ont été retracés et évoqués dans ce reportage que signe Donald Brice Kamgan. En posture d'invité dans l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision, le cardinal Christian Toumi, qui analyse la situation sociopolitique dans les régions anglophones, révèle que les fauteurs de troubles actuels dans le nord-ouest et le sud-ouest sont des petits brigands affamés. Ils n'ont rien du tout. Pas même en francs. Beaucoup sont maintenant devenus des bandits. Pas les gens avec une vision politique précise. Selon lui, les instigateurs de la crise qui secouent les régions anglophones se seraient essoufflés faute de moyens financiers. Tout cela ne serait donc pas arrivé si le gouvernement camerounais avait anticipé sur des revendications qui ont contribué à la chute des régions anglophones. On ne peut pas parler d'une partie de quelque chose sans toucher le total. Quand vous avez mal à votre pied, c'est tout votre corps qui est concerné. Ce n'est pas seulement le pied. Donc, mais essentiellement, quand on ne traite pas la tête. On regarde seulement le pied. Parce qu'on sait bien que si le pied, il y a des autres mal qui viennent parce que vous avez mal au pied.
Des propositions de la conférence anglophone, initiative malheureuse du prélat, ont motivé le gouvernement à organiser le grand dialogue national, même si les résolutions tardent à être implémentées jusqu'ici. Ils sont libres d'avoir leur opinion. Ce n'est pas ce que nous pensons. C'était logique. Ce que nous avons voulu proposer au président de la République. Et d'ailleurs, avant qu'il parle, le Premier ministre avait dit, ces documents qu'il vient de vous donner une copie, et les 400 pages. Au sujet du statut spécial attribué au nord-ouest et au sud-ouest, le cardinal Christian Tumi pense que c'est un clair-obscur orchestré par le gouvernement camerounais pour dissuader les ressortissants des deux régions en crise. Moi, personnellement, je ne suis pas satisfait avec le contenu de ce statut spécial. Je ne dis pas que ce qui est proposé était le mieux. Il y a beaucoup d'autres propositions, mais qui penchaient vers une certaine autonomie qu'on avait en 61. L'homme de Dieu ajoute que le changement voulu par les séparatistes ne peut se faire qu'à travers un scrutin libre et transparent. Mais avec des régions en crise, il est impossible. Je doute, sans hésitation. Je crois que depuis que j'ai commencé à participer aux élections, au Cameroun, je n'ai jamais vu, depuis le temps d'âge, je peux le dire, je n'ai jamais vu une élection transparente. Le cardinal Christian Tumi, qui vient d'effectuer une tournée de sensibilisation pour le dépôt des armes auprès des sécessionnistes dans les régions anglophones, pense que le gouvernement camerounais devrait fournir plus d'efforts pour un retour à la paix dans ces régions. Après ce reportage de Flavien Vallondongo sur la sortie médiatique du cardinal Christian Tumi, je vous fais savoir qu'il y a un nouvel archevêque à Bamenda. Il s'agit de Monseigneur Andrew Keya, qui était jusqu'ici évêque auxiliaire, qui remplace l'archevêque Cornelius Fontaine-Choix, qui a pris sa retraite. Monseigneur Andrew Keya, qui devient le nouvel archevêque à Bamenda, diocèse de Bamenda, la province ecclésiastique de Bamenda. Et dans le sud-ouest, des hôpitaux sont confrontés à la vétusté des équipements médicaux afin de permettre de faciliter les soins médicaux aux populations entre l'insuffisance du plateau technique, l'absence des personnels médico-sanitaires qualifiés, également la vétusté, la dégradation du matériel existant. L'hôpital lance un cri de détresse. Seules les populations se mobilisent pour venir en aide à cet hôpital au moment où le gouvernement, lui, peine à pouvoir accorder des subventions nécessaires pour la modernisation de cet établissement hospitalier. Des précisions avec Jean-Paul Chouniat. À Tombel, dans le coupé Manengumba, l'hôpital de district de la localité est dans un état de délabrement avancé depuis une dizaine d'années déjà. Sous le poids de l'âge, les bâtiments se défraîchissent au fil des ans, sous l'effet des intempéries. Ça fait pratiquement 12 ans que je suis ici et en 12 ans, je n'ai pas vu grand-chose changer. L'hôpital est vieillissant, les murs s'écroulent, les sols sont vraiment aussi vieux. Infrastructures, équipements, ressources humaines et accueil aux malades laissent à désirer. Dans un environnement de saleté, surtout infesté de moustiques, comme le déplorent ces malades. On demande les moustiquaires, nous piquent partout comme ça, et il y a le paludisme. La plaine n'est pas propre, il n'est pas le cabinet. Vous voyez même derrière là, il y a même bien des gens qui partout. In the nails, the way they try to take care of some patient is poor. Then the toilet, especially that way, it's very dirty. Mosquito, I came here to the mosquito. So we need mosquito net in this hospital. L'environnement est très sale, vous voyez, vous pouvez voir comment les herbes sont partout. Et comme je vois le manque de moustiquaires, le manque de matelas sur les lits. Sur le plan des équipements, le plateau technique, les salles d'hospitalisation constituent les parents pauvres de cette formation sanitaire de Tombel. Les appareils et les matériaux du bloc opératoire sont carrément vieillissants. Vous voyez, le laboratoire n'est pas pratiquement équipé à la donne de tel district. Les pinces sont déjà rouillées. Il faut vraiment que le major prenne beaucoup de temps pour pouvoir stériliser et surveiller que les matériaux soient de qualité. De même, le personnel qualifié fait cruellement défaut, compliquant davantage l'épineuse équation des ressources humaines disponibles par rapport aux malades. Et en termes de médecins spécialisés, il n'y en a vraiment pas. Plan matériel. L'hôpital de district de Tombel
se mourant sous le regard presque indifférent des autorités sanitaires et le gouvernement. Des élites du coin viennent d'entreprendre la réhabilitation de toute l'infrastructure et son équipement en matériel, dans l'espoir d'offrir des meilleurs soins de santé à près de 60 000 habitants de l'arrondissement de Tombel. I plead with the authorities that something given to you, you don't wait until it's rot before you take care of it. You take care of it before it even gets bad. Sans barrière ni clôture, le personnel médical redoute des actes de vol de bébés, d'enlèvement de malades et même des actes d'insécurité qui pourraient être perpétrés dans cet hôpital en pleine zone de crise dans la région du sud-ouest. Le président du Sénat, Marcel Niat Ndifendi, se trouve toujours en Europe où il poursuit ses soins médicaux. Contrairement à la rumeur, le président du Sénat n'a pas été rapatrié au Cameroun. À l'heure où nous diffusons cette information, il se trouve toujours en Europe pour des raisons médicales. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement balaie d'un revers de la main les critiques formulées contre la mascotte du Chan 2020, tout en affirmant que la récente cérémonie de dévoilement de la mascotte et de l'hymne du Chan a été couronnée de succès. Le ministre des Sports estime que c'est une polémique stérile. Il s'est exprimé ainsi lors d'une réunion d'organisation du Chan Cameroun 2020. D'autres précisions avec Emmanuel Diop et Aïk Cyril. 2 semaines après le dévoilement de l'hymne et de la mascotte du Chan Cameroun 2020, la polémique ne retombe pas. Tara, la mascotte, est toujours diversement appréciée par le public. Mais pour le ministre des Sports et de l'Éducation physique, il s'agit d'une polémique stérile. Elle ne mérite pas d'être soulevée. Une polémique futile, insidieuse et oiseuse, bien sûr parfois malveillante, entretenue autour de la question très mal assimilée de la mascotte. Narcisse Mouelé-Kombi précise que la cérémonie de dévoilement a été couronnée de succès. Les œuvres ont été transmises à la CAF et on n'attend plus que la validation. Le processus en vue du choix définitif de la mascotte suit son cours normal en rapport avec la CAF et suivant les dispositions des règlements des dits concours. En présidant une réunion du COCAN à Yaoundé, le ministre des Sports et de l'Éducation physique rappelait que les regards doivent désormais être tournés vers les prochaines échéances, notamment la cérémonie de tirage au sort des poules du Chan 2020. Le cap doit dès à présent être mis sur la préparation de la cérémonie de tirage au sort, cérémonie qui pourrait intervenir dans de très brefs délais et dont la date nous sera communiquée par la CAF, peut-être dans les prochaines heures. Dans la foulée de la préparation de cette cérémonie, le président du comité local d'organisation demande de ne pas perdre de vue qu'une mission d'inspection de la CAF est annoncée au Cameroun dans les prochains jours. La CAF exigera un certain nombre de documents et d'informations avant les descentes sur le terrain. Il s'agit entre autres de la liste des infrastructures sportives définitivement retenues par site et leur plan, de la liste des infrastructures hôtelières et structures d'accueil définitivement retenues par site, des plans de transport vers les différents sites et sur les différents sites. Le Chan étant prévu du 4 au 25 avril 2020, des réponses claires et convaincantes devront être apportées aux interrogations des inspecteurs de la CAF attendues en mi-janvier 2020. Le groupe Cadiste Consumer célèbre le mérite, le travail abattu par ses employés depuis de nombreuses années. Ils ont reçu des médailles d'honneur de travail en or, argent et vermeil et entourés de leur famille. C'était lors d'une cérémonie riche en sons et en couleurs, présidée par le gouverneur du littoral. Reportage. Pour garantir la qualité à ses nombreux consommateurs, Cadiste Consumer Group a misé sur le capital humain. Ses employés, qui depuis plusieurs années se donnent corps et âme pour respecter son cahier de charges et satisfaire sa clientèle. Pour récompenser le travail bien fait, les employés ont reçu
Des médailles d'honneur de travail des mains du gouverneur du littoral qui a présidé la cérémonie riche en couleurs. La tribune qui m'est offerte me donne l'occasion de rendre un hommage mérité à l'ensemble du personnel pour la qualité des services et des produits offerts à une clientèle exigeante et sans cesse croissante. Nous sommes donc venus exprimer notre reconnaissance et notre appréciation à l'endroit de l'administration générale du groupe Cadiz Consumer qui met à l'honneur ses travailleurs les plus anciens et les plus méritants par l'organisation de la présente cérémonie de remise des médailles. Au nom du président de la République et avec les pouvoirs qui sont conférés, nous vous décernons la médaille d'honneur du travail en or. Or, argent, vermeil, cette récompense de leur hiérarchie et de l'État est à marquer d'une pierre blanche dans la riche carrière des employés de Cadiz Consumer Group. Pour moi, c'est un couronnement, 18 années de dur labeur. Et donc, ça peut être qu'un plaisir pour moi de pouvoir arborer ces deux médailles. Sorti très tôt, rentré très tard, pendant 25 ans, c'est un peu évident. Donc, je suis très très contente. Il y a un an, presque jour pour jour, j'avais les larmes. Et aujourd'hui, le groupe Cadiz renaît de ses cendres. Tel un phénix, Cadiz est en train de redémontrer que nous avons pris le taureau par les cornes, nous avons travaillé dur, nous avons décidé de célébrer notre personnel. Et notre personnel, c'est notre atout majeur. C'est celui qui contribue au quotidien, au jour par jour, à la remontée de nos chiffres. Nous avons fait un investissement de presque 11 milliards de francs. Nous avons 800 employés, aujourd'hui avec un climat social serein. 2020, nous vous réservons beaucoup de surprises, parce qu'en 2020, ce sera 20 sur 20. Conscient du travail abattu par ces artisans de la qualité, le président directeur général, satisfait, promet des améliorations afin de permettre à l'entreprise de conserver son rang de leader. Je dois surtout ce succès à vous, ces hommes et femmes qui avez cru à notre projet. Je pense que aujourd'hui, nous ne payons pas votre travail qui est calculé avec les heures de travail, mais nous payons plutôt votre engagement. Si on devait payer votre travail, on n'aurait pas suffisamment d'argent pour le payer. Notre ambition est de faire de notre groupe une référence industrielle, référence en savoir-faire, un label. Il faudrait qu'en comptant des entreprises où on a envie d'aller, où on a envie de rester, où on a envie de faire carrière, où on a envie d'avoir un nom sur le CV, que le groupe Cadiz en fasse partie. Au cours de cette cérémonie de remise des médailles d'honneur de travail, 450 médailles ont été accrochées sur les poitrines de 260 récipiendaires qui ont par la même occasion renouvelé leur engagement au travail pour la suite de leur carrière avec Cadiz Consumer Group. L'Institut privé d'enseignement supérieur Istama a célébré ses lauréats titulaires des diplômes BTS, HND et licences professionnelles. Grâce à une formation académique de qualité, ils ont acquis les compétences pour accéder au marché de l'emploi ou pour créer des entreprises au Cameroun. Reportage. Istama célèbre ses lauréats. La 9e promotion de l'Institut supérieur de technologie avancée et management, arrivé en fin de formation, s'est retrouvée à l'Amphi 300 de son campus en compagnie de la famille et des amis pour la cérémonie de remise de parchemin. Occasion de célébrer le terme de plusieurs mois de dur labeur, et quoi de mieux que de le faire en rendant hommage au type d'encadrement reçu à l'intérieur de ces murs. La formation que nous avons obtenue au sein d'Istama est une formation de taille. Et vraiment, nous avons reçu une formation venant des professeurs qualifiés. Et quand on dit toujours le diplôme est bien à recevoir, mais la plus grande chose que nous savons, c'est la formation que nous avons reçue. Pour parvenir à être major dans cette promotion, je pense qu'on doit remercier déjà les professeurs pour leur disponibilité, parce qu'avoir des professeurs qui sont toujours prêts à fournir un bon travail, prêts à ce que les cours soient mieux appréhendés, prêts à ce que même dans la pratique, on s'y sente mieux en concordance avec la théorie. Vraiment, c'est un bon point. Istama, c'est vraiment l'école du futur. La satisfaction, un sentiment partagé à la fois par les étudiants, les encadreurs, mais surtout le top management de Istama,
qui ne va pas hésiter à s'exprimer sur le taux de réussite enregistré aux différents examens par ses lauréats. Je suis très heureux de voir que les étudiants que nous avons encadrés sont arrivés au terme de leur formation à obtenir leur diplôme. Au niveau du BTS, du cycle BTS, nous avons eu 75% de taux moyen de réussite. Et au niveau du HND, on a eu 86%. Au niveau des licences, on a eu 90%. Au niveau du master, c'est du 100%. Donc je ne peux être que heureux. Une réussite qui est la résultante seule d'un travail bien fait, caractérisé par une synergie de forces de l'établissement. Les méthodes que nous avons mises en place à Istama, que ce soit pour encadrer les enseignants ou les étudiants, sont des méthodes assez avérées pour atteindre ce résultat. Ce n'est pas du hasard, c'est du travail et l'encadrement de l'administration, de mes collaborateurs qui font leur travail tous les jours. Les partenaires de Istama, présents à la cérémonie et satisfaits eux aussi du sérieux de ce centre de formation d'envergure, ne vont pas tarir d'éloges à leur sujet. Non seulement la tutelle est bien assurée, mais aussi les conseils et les prescriptions que l'université de Douala fait à Istama sont suivis à la lettre, ce qui justifie donc la qualité des apprenants, la qualité des diplômés que nous avons eus aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas superfétatoire de rappeler que Istama forme pour les diplômes de l'université de Douala. Donc le diplôme qu'on donne à Istama, en l'état actuel de la tutelle académique, c'est bien les diplômes de l'université de Douala et on doit s'assurer de la qualité de la formation. Il faut dire qu'en plus d'être sous tutelle de l'université de Douala, Istama est aussi en partenariat avec des universités françaises, ceci en vue de proposer des filières innovantes nécessaires au développement du Cameroun. Les classes préparatoires et le cycle d'ingénieurs que nous avons ouvert en partenariat avec Polytech Paris Sud. Nous essayons aussi de regarder un peu les besoins des milieux professionnels. Nous avons constaté par exemple que dans le cadre de la maintenance des équipements biomédicaux, il y a vraiment quelque chose à faire. Nous avons mis en place cette année une licence professionnelle en maintenance des équipements biomédicaux parce que nos hôpitaux souffrent beaucoup de ce problème. Istama, c'est une trentaine de spécialités qui permettent aux étudiants arrivés en fin de formation d'allier la théorie à la pratique afin d'intégrer des entreprises, mais surtout d'investir dans l'auto-emploi nécessaire pour combattre ce fléau qu'est le chômage. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Tara sera la mascotte du CHAN 2020 au Cameroun. Le ministre des Sports balaie des revers de la main les critiques formulées jusqu'ici. Il parle de polémiques stériles. Pourtant, de nombreux Camerounais critiquent cette mascotte qui n'est pas à l'image du lion qui symbolise le Cameroun et les équipes nationales. Pour le ministre, ce sont des personnes inexpertes qui se sont exprimés. Il maintient cette mascotte, vous l'avez suivi dans le reportage concernant les préparatifs du CHAN 2020, balayant d'un revers de la main les critiques formulées jusqu'ici. Des camions de denrées alimentaires, des kits sanitaires et du matériel de couchage pour les populations du nord-ouest et du sud-ouest. C'est un don du chef de l'État, selon Paul Atangandji. Ces propos du ministre de l'administration territoriale ont suscité un tollé de réactions. Comment le chef de l'État peut-il faire des dons au moment où le circuit de financement de ces denrées alimentaires reste encore méconnu des Camerounais? D'aucuns estiment que le chef de l'État doit certainement puiser dans les financements publics pour pouvoir mener ces dons, selon les propos du ministre de l'administration territoriale, un terme jugé trop politique au moment où un plan d'assistance humanitaire a été mis sur pied et dont le bilan est loin d'être partagé par la société civile. Et le ministre est allé plus loin, accusant les ONG d'avoir un plan ourdi visant à déstabiliser le pays. Ces ONG ont réagi dans le journal de 20h et les Nations Unies également, estimant que les statistiques concernant la situation humanitaire
sont loin d'être fausses. Il s'agit de vraies informations pour pouvoir venir en aide aux personnes dans le besoin humanitaire au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 18h30. Rendez-vous demain, 18h30, édition spéciale consacrée au discours du chef de l'État, le message du président de la République à la nation camerounaise, 31 décembre 2019. Édition spéciale avec Equinox Soir, le journal de 20h également, qui sera dans une édition décalée à partir de 18h30 pour faire le point sur les attentes des Camerounais concernant le discours du chef de l'État et ensuite la crème des hommes politiques qui vont être sur votre plateau, Serge Alain Autou, pour décrypter à la fois les attentes mais également les points saillants du discours du chef de l'État attendu à 20h et qui sera retransmis aussi en direct sur Equinox Télévision. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette partie Equinox Soir.